Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club, votre talk show dédié à la pêche de loisirs et plus spécifiquement à la pêche au leurre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à vos habitudes de consommation. On va essayer de comprendre comment et où achetez-vous votre matériel pour aller à la pêche. Et on va essayer de voir si l'offre proposée aujourd'hui en France est satisfaisante à vos yeux et si on peut encore l'améliorer. Avec nous sur le plateau, Kevin Leland pour sa première dans le Fishing Club. Salut Kevin. Salut David. Enchanté de t'avoir parmi nous. Toi, tu es responsable du magasin Ardent Pêche à Pontivy. Exactement. À tes côtés, le patron de pêcheur.com, Faustin Falcon. Salut Faustin. Salut. L'un des géants dans le e-commerce. Bah si, dans le monde de la pêche, pêcheur.com, c'est l'un des géants. Donc on est ravis de t'avoir sur le plateau pour avoir le point de vue de pêcheur.com sur ces questions. Yvan Tang est avec nous. Salut Yvan. Salut. Donc toi, tu as un peu la double casquette, mais tu es surtout là pour nous parler de ton expérience de vendeur chez Fish & Chip. Il y a ton patron en face de toi. Fish & Chip, l'un des vendeurs sur Internet, l'un des vendeurs qui monte, hein, on peut le dire. Un petit vendeur pour le moment, mais ouais. Un petit vendeur qui monte. Salut Sylvain. Salut. Et puis, messieurs, eh bien, à vos côtés, il y a un distributeur, Valentin de Ruffray, qui représente et qui dirige la société Babylon Fishing. Salut Valentin. Hello David. Alors, on va baser cette émission sur vos réponses que vous avez gentiment fournies sur un sondage que l'on a publié sur les réseaux sociaux du Fishing Club, sur la page Facebook du Fishing Club, que je vous invite d'ailleurs à retrouver et à laquelle il faut s'abonner, comme le compte Instagram de la chaîne. Vous aviez été à peu près 1000 à répondre à nos questions, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à ces questions sur vos habitudes de consommation. Ça va nous aider à poser le débat de manière un peu plus précise. Alors, à la première question qu'on avait posée sur le Facebook du Fishing Club, où achetez-vous votre matériel de pêche ? Il y avait déjà des résultats un petit peu éloquents, puisque on demandait aux gens s'ils achetaient sur Internet, via les vendeurs que vous êtes, messieurs, ou plutôt en magasin. Et c'était à peu près du 50-50 pour 40% des pêcheurs qui ont répondu au questionnaire. Le plus souvent chez un détaillant, c'était 37%, et un peu plus de 21% pour le plus souvent chez un TAD. Donc on voit qu'il y a encore une majorité de gens qui achètent chez les détaillants physiques, on va dire. Mais que la plus grande part, c'est les gens qui achètent sur les deux. Est-ce que ces résultats déjà vous étonnent ou ça correspond à peu près à ce que vous aviez en tête ? Je pense que la proportion est plus grande chez les détaillants encore que ce que tu dis. Peut-être dû au fait que les personnes qui te suivent sur YouTube, etc., sont peut-être un peu plus connectées et du coup... Pêcheurs au leurre aussi, voilà. Un peu plus connectés. Je pense que la part est quand même plus faible, plutôt de l'ordre de 15-20%. Quoi. Vous êtes d'accord avec Sylvain ? Tout à fait d'accord. C'est les données qu'on peut avoir par ailleurs ou qu'on peut retrouver dans l'industrie donnent à peu près ces chiffres-là. Mais c'est vrai que la part du digital a tendance à fortement augmenter. Et que, ça a été accéléré par la crise sanitaire ? Ça a été accéléré par la crise sanitaire, c'est clair. C'est aussi accéléré par le fait qu'on a des petits points de détail et donc on a peut-être une couverture qui n'est pas forcément suffisante quand on veut trouver plus de choix ou parfois plus d'expérience. Tu penses que le maillage des magasins physiques en France est pas satisfaisant aujourd'hui ? Il y a des zones blanches, on va dire. Quoi. Voilà. Ça, c'est intéressant d'avoir dans les commentaires de l'émission vos avis sur ça. Est-ce que vous avez des détaillants situés dans des zones proches de vous, géographiquement, est-ce que vous pouvez vous y rendre ou est-ce que vous consommez sur Internet parce que les magasins sont trop loin ? Kevin, toi qui représentes Ardent Pêche, est-ce que les gens font l'effort ? Est-ce que c'est les gens qui viennent dans le magasin ? C'est des gens qui sont à côté de Pontivy, la zone où est situé le magasin ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui font des kilomètres pour venir chez Ardent Pêche ? Alors là, le paramètre Ardent est un petit peu différent parce qu'on a le magasin qui est physique à Pontivy qui est aussi lié au site Ardent. Donc, vous êtes aussi vendeur Internet. Il y a un rayonnement national évidemment là-dessus. Mais là, on a réouvert une nouvelle boutique il y a quelques jours et en fait, chaque jour, il y a des gens qui font entre 100 et 300 km pour venir nous voir et pour découvrir la boutique. Jusqu'à 300 km ouais, Donc tu as des gens qui font 3 départements à côté pour venir. On avait ça déjà les samedis, mais là, même toute la semaine, on a des gens d'un peu partout. Et clairement, je pense sur le Grand Ouest, les gens font la route pour aller dans un magasin où ils ont envie de venir et d'avoir une expérience, nous rencontrer aussi et passer du temps à flâner dans les rayons plutôt que derrière l'ordi ou la tablette. L'expérience, elle est différente. C'est exactement ça, en fait. C'est de pouvoir toucher les produits. Et après, on ne va pas dire qu'il y a des gens qui viennent de 600 bornes, hein, mais clairement... Mais déjà, 300 bornes, c'est assez impressionnant. C'est beaucoup, ouais. Mais c'est super qu'il y ait ça. Il y a un lien quand même qui est particulier dans un magasin où on peut vraiment toucher, parler aux gens, etc. C'est, le maillage de détaillants, il est certes pas optimal en France, on en perd chaque année. Et puis des magasins comme Ardent, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, qui ont à la fois la compétence, l'offre, un magasin joli, etc.
il y en a pas assez, et c'est pour ça que les gens peut-être se tournent du mal, aussi plus vers Internet. La plupart se donnent du mal. Il y a à peu près 800-850 points de vente physiques en France, et la plupart, c'est chez eux, quoi, tu vois. Enfin, quand moi j'avais 10-12 ans, j'adorais aller dans les magasins parce que tu as un truc particulier. Aujourd'hui, je pense que t'adores aussi passer des heures chez Fish and Chip ou sur pêcheur.com ou sur Ardent. T'as vu, je cite les trois. Ouais, c'est bien, tu vois. Mais t'as peut-être pas autant de liens d'amitié avec le détaillant que t'as côtoyé. Ouais, parce que tu le vois, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est deux trucs qui sont vraiment différents. Mais t'as pas de longue traîne. Il est difficile d'avoir 50 000 références chez ton détaillant physique. Ouais. Alors, on a posé la question donc, aux gens via ce fameux sondage. On a demandé, selon vous, quel est le principal avantage d'un magasin, puisqu'on y est, par rapport à un site de vente sur Internet. Évidemment, sans surprise, le plus gros avantage pour plus de 53% des gens, c'était de pouvoir prendre en main les produits. Est-ce que ça, c'est un avantage qui va de toute façon, structurellement, continuer de faire en sorte que les gens vont se rendre dans les magasins, même s'il n'y en a pas à côté de chez eux? Ouais, tout dépend des outils que nous, les acteurs du web, on va être capable de mettre en place pour développer cette expérience client. Mais effectivement, l'action d'une canne, c'est quand même des choses qui se ressentent pour la plupart des gens. Et nous, on peine quand même réellement à passer ce genre de feeling via le net, ce qui est normal. On en parlait il y a pas longtemps. J'étais chez Sylvain et on a des catégories de produits qui marchent très bien en physique et qui marchent moins bien sur le web et vice-versa. Et la seule chose qu'on peut proposer pour faire face à ça, souvent, c'est un peu plus de services, en proposant les retours gratuits ou en proposant de payer de façon différée, ce qu'on essaie de faire. Mais effectivement, ça ne remplace pas forcément, ça crée quand même une complexité et ça ne remplace pas forcément l'expérience immédiate qu'on peut avoir en magasin, ça c'est sûr. Ouais, parce que clairement, en magasin, on parle de métier passion, les gens ils viennent nous voir ou ils vont sur les sites pour acheter des choses qui sont en lien avec une passion qui les fait vibrer, et la chaleur qu'il va y avoir dans un magasin de lequel ils peuvent avoir des souvenirs parce qu'ils y vont depuis qu'ils sont petits, ou alors quand ils sont arrivés dans une région, ils sont allés voir le détaillant qui les a énormément aidés à prendre goût à la pêche là où ils sont arrivés. C'est quelque chose qu'en magasin, on peut vraiment apporter. Et ça, c'était le deuxième avantage cité par les gens, c'était qu'ils pouvaient aussi avoir un conseil plus personnalisé dans un magasin que sur Internet. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'aujourd'hui... Ça, moi, je mets un bémol. Je mets un bémol là-dessus parce qu'on essaie quand même d'humaniser la relation. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les uns ou les autres sont actifs dessus. Il y a des conseillers qui sont là pour répondre au téléphone s'il y a besoin. Je pense que c'est pas que ça. C'est un goût après. C'est un goût. Mais je pense qu'on peut aussi commencer un peu plus de rivaliser et de personnifier la relation. Sur le, à qui on parle chez pêcheur.com si on veut un conseil sur un leurre ou sur une tout dépend. Si j'envoie une question sur les réseaux sociaux, qui va me répondre? Normalement, c'est Océane. Non, Océane, elle envoie que les liens promo, mais sinon, si vous allez sur le site, segment par segment, vous avez le pêcheur en face qui va vous répondre. Donc, une question sur les leurres, vous allez souvent avoir Arnaud ou Eric ou Stéphane, qui sont nos conseillers techniques, qui sont aussi souvent mis en avant derrière la caméra sur les réseaux sociaux. C'est le défi des choses. Nous, on arrive à le faire. Alors, nous, on est tout petits dans ce marché. On arrive à le faire parce qu'on est 3 ou 4 et il n'y a que des spécialistes. Mais c'est un défi c'est un défi pour pêcheurs de relever ce genre de choses, je pense. Que vous avez plutôt bien fait. On a clairement investi beaucoup là-dedans ces dernières années parce que c'est un plus et c'est vrai que c'est un besoin de passion, c'est un besoin d'échange aussi. Ouais. Et oui. Puis c'est une des barrières qui font, pour les gens, pour acheter un produit, s'il y a le petit lien personnel et le conseil de quelqu'un qui connaît vraiment, ça aide énormément. Nous, vous arrivez à répondre à 3 ou 4, à peu près, peu importe l'endroit dans lequel est notre client. A priori, c'est une zone qu'on a déjà pêchée, qu'on connaît un peu. On va essayer de pousser au maximum le conseil, quoi. Et ça a un côté vertueux parce que ça a aussi obligé l'intégralité de la chaîne de distribution, que ce soit les magasins physiques ou les magasins Internet, à se mettre au niveau, quoi. Parce que aujourd'hui, tu vas aller dans un magasin, si ça se passe pas bien, tu n'y retourneras pas. Si tu vas sur un site web, ça se passe pas bien, tu n'as pas le conseil que tu veux, tu n'y retourneras pas. Donc, je pense que tout le monde aujourd'hui dans la chaîne investit sur être capable d'aider le client à trouver sur le produit, surtout quand ton business model, c'est d'aller chercher des produits que tu ne vas pas trouver ailleurs. Il faut quand même avoir la compétence là-dessus. Et du coup, je pense que le client final, il y gagne là-dessus. Parce qu'il... Après, tu dis vertueux, mais ça peut avoir les travers là-dessus. Clairement, aujourd'hui,
avec il y a toute la communication, les gens qui comprennent les choses assez vite. C'est-à-dire que les magasins ou les sites qui n'ont pas pris le tournant justement d'avoir des réponses très techniques sur l'exigence des gens, là-dessus, eux, ils se retrouvent totalement écartés. Et je pense qu'eux souffrent beaucoup plus de cette différence. Après, sur la pêche au leurre, je pense que ceux qui suivent pas techniquement, là, ce que dit Kevin est vrai, il faut vraiment pouvoir apporter des réponses précises. Ouais, parce que c'est technique, la faute à des émissions comme la tienne, qui haussent le niveau au final, au niveau technique. Et les gens se retrouvent avec des... Non mais c'est vrai, en plus, que ce soit la tienne ou plein de contenus qu'on trouve maintenant sur Internet, d'une manière générale, en 10 ans, le niveau et la demande technique des gens, elle a énormément évolué. Et il faut être capable d'apporter une réponse à la hauteur. Et c'est un défi, plus l'entreprise est grosse, je pense, plus c'est compliqué. Du coup, c'est un défi, clairement. Après, c'est pas parce que tu es largué à un moment donné que tu vas être largué toute ta vie. On voit beaucoup d'efforts, nous, dans les magasins qu'on voit au quotidien, en physique, justement, qui sont challengés par des acteurs du web et qui, derrière, vont essayer de remonter le niveau en embauchant peut-être un vendeur un peu plus jeune, qui est plus au fait de certaines techniques. On l'a vu, en 10-15 ans, le marché il a changé. Si on revient au sondage, selon vous, quel est le principal avantage d'un site de vente Internet par rapport à un détaillant physique? Là, il y avait une écrasante majorité de réponses qui donnaient le choix est plus vaste sur les sites de vente que chez les magasins physiques. Est-ce que c'est nécessairement vrai? Je me tourne vers le responsable d'Ardent. Est-ce qu'il y aura toujours plus de choix sur un site Internet que dans un magasin? Obligatoirement, oui, parce qu'en fait, le magasin, les produits qu'il y a dans le magasin, il les a achetés avant de les vendre. Ils sont stockés, les gens peuvent les prendre en main, peuvent les manipuler, et quand ils viennent, ils voient que les rayons sont remplis. C'est aussi ce que tu fais sur ton site. C'est pour ça que je suis hybride. C'est pour ça que tu as un petit mélange des deux. Après, c'est les travers qu'il peut y avoir sur des grandes vitrines sur des sites où les gens, les produits ne sont pas tout de suite stockés. Donc s'ils vont à la pêche demain, ils ne les auront pas. Donc ça laisse un choix énorme et ça déconnecte certains clients, certains consommateurs. Il faut aller vite aujourd'hui. Il faut avoir le produit et il faut pouvoir là, je peux intervenir parce que c'est un challenge sur lequel on est souvent pointé du doigt. Alors en plus, tu dis pointé du doigt. On est pointé du doigt d'envoi parce qu'on présente l'ambition de pêcheur à la base, c'est de présenter le choix le plus large possible pour permettre à tous ceux qui n'ont pas accès forcément aux produits tout court ou parfois à des produits un peu plus techniques, d'y avoir accès. Donc forcément, on laisse choisir, on met à disposition des produits qui sont, par contre, c'est le fruit d'un travail qui a été fait avec toute la profession, qui sont vérifiés tous les jours dans le stock des fournisseurs et qui vont forcément être livrés peut-être avec 3-4 jours de délai supplémentaire que ceux qu'on va trouver dans la vraie vie. Après, il y a parfois des erreurs de stock et donc on nous challenge et on dit oui, moi j'ai reçu ma commande en 15 jours. Ça peut arriver, mais c'est parce qu'on n'avait pas la bonne information. Maintenant, là, je passe une commande sur pêcheur.com. Tu passes une commande sur pêcheur.com. Si tu vas dans les espaces express chez nous, tu vas l'avoir dans le même délai que tu as chez Sylvain, parce qu'on a la moitié des références qu'on vend aujourd'hui, qui sont achetées, sont déjà en stock au moment où la personne les commande. Donc, si tu fais une commande qu'avec des produits express, tu vas l'avoir en 24 heures comme tout le monde. Par contre, tu peux effectivement avoir un choix plus vaste. Ce choix plus vaste, avec l'essentiel des fournisseurs, parce qu'on a un certain volume avec eux, parce qu'on a accès à leurs infos de stock, tu vas commander aujourd'hui, on va commander le lendemain chez eux, on va le recevoir le surlendemain et te l'expédier. Donc, suivant le mode de livraison que tu as retenu, il va falloir 3 jours et demi en moyenne pour t'expédier. Et parfois 5-6 jours pour recevoir. Ce qui n'est pas non plus phénoménal. Ce qui n'est pas non plus phénoménal, mais ce qui n'est pas, effectivement, si tu en as besoin pour le week-end, ça marche. Si je commande sur Fish and Chip, là j'ai quand mon produit. Là, il est, on enregistre l'émission, Léon. Hier, je te l'avais de moi-même avec la voiture. Il est 11h49. Oui, parce que nous, on capitalise vraiment sur la réactivité. Donc 11h45, il est encore l'heure de faire un TNT, tu l'as demain avant 13h, par exemple. Demain avant 13h. Ou si tu prends un GLS, tu l'as peut-être demain, peut-être après-demain. Sur Ardent, si je commande. Si c'est en stock, ça part dans la journée aussi. Ok, donc je l'ai demain. Ok. Mais ça va très très vite. Mais je vais te dire, nous, une commande sur 2, tu l'as le lendemain aussi. Hein. Ok.
Yvan? Ça arrive entre 12 et 72 heures selon la région. Ouais, il y a aussi des disparités de région. Enfin, il y a plein de trucs. Ça, c'est les trucs de transporteurs que ça, chacun après, d'entre nous. Ça dépend du transport. Bien sûr. Donc, après, je pense que c'est vrai. Hein, nous, dans le volume qu'on vous livre, il y a la moitié à peu près de choses que vous tenez en stock, la moitié qui est pas tenue en stock. Ça représente combien de refs? Aujourd'hui, on a à peu près 20 000 refs qui sont en stock en permanence, mais qui ne sont jamais les mêmes sur les 140 000 qu'on présente au catalogue. Voilà. Et donc, tous les 15 jours, on change en fonction des achats pour essayer de tenir en stock, justement, ce qui se vend le plus. Si on reprend le sondage sur l'avantage, selon les gens qui ont répondu, d'un vendeur physique par rapport à un site de e-commerce, l'avantage d'avoir les produits, que les gens peuvent avoir les produits immédiatement dans le magasin, lorsqu'ils les achètent, ça arrive assez loin, finalement. Il n'y a que 11% des gens qui trouvent que c'est important d'avoir le produit tout de suite. Donc, ce n'est pas un frein au site de vente. Est-ce que vous pensez, pour revenir sur les magasins, qu'aujourd'hui, ils sont assez nombreux à avoir opéré une mutation qui fait que l'expérience conso est sympa dans les magasins et qu'on n'y va pas seulement pour trouver des produits, mais aussi pour trouver une ambiance, évidemment, voir les produits, prendre un café. Non, mais papoter, parler de pêche. On adore tous parler de pêche. Ouais, mais il y a un paquet de magasins, je trouve, qui se sont métamorphosés et qui offrent une expérience géniale. Ouais. Il y a des super gros magasins, super beaux, mais tu peux pas avoir ça partout en France. Le gars qui est détaillant à Mende, il ne peut pas avoir 4000 m² avec toute la carpe, tout le cou, tout le carnassier. Et je pense que ça va au-delà de la surface, ça va aussi sur le mec qui tient le Bien magasin. sûr. Oui, mais il faut qu'il y ait la zone de chalandise quand même. Alors la zone de chalandise, moi j'y crois pas du tout sur la pêche. C'est évidemment, plus la zone de chalandise est marquée, plus ça ira vite à créer une clientèle. Mais il y a des endroits en France, comme sur la côte, en Normandie, là, où ce ne sont pas obligatoirement des villes portuaires très très riches. Les gens font beaucoup de routes pour aller dans ces magasins-là. Ça a été un travail de long terme, mais la zone de chalandise, je suis à Pontivy, je suis allé me perdre dans la campagne bretonne. En fait, je vois des gens de la côte tout le temps, je vois des gens de grandes villes alentours. Ouais, ça reste. Alors, il y a effectivement des top magasins, Danny Frigo, donc un peu n'importe où. Tu as des points référents qui sont des super mags. C'est pas lié à leur zone de chalandise. Mais tu peux lier complètement le côté géographique. C'est lié au travail qu'ils ont effectué, en fait. Oui, mais à l'offre qu'ils ont créée, aux relations qu'ils ont créées avec leurs clients. Et c'est vraiment lié à ça. Et c'est pas directement la zone de chalandise. Évidemment, sur des secteurs où il y a énormément de monde à venir pêcher sur l'été, des vacanciers qui ont des maisons secondaires. Là, clairement, les magasins de pêche, ils ne se posent pas la question, ça se passe très bien. Mais perdu au milieu de nulle part, avec le travail qu'il faut. Est-ce que tu aurais assez de clients qui seraient prêts à faire 300 km pour faire vivre ton magasin? En fait, c'est ça la question. Je pense qu'il y en a une partie, oui, mais il y a une partie qui est quand même liée au désert géographique. Moi, je suis originaire de Lozère, donc je sais de quoi tu parles. Et là, du coup, c'est vrai que c'est dur de planter un magasin parce que vraiment, il n'y a personne, en fait, même si beaucoup de monde pêche. Après, il faut qu'il y ait de la pêche. Voilà. Mais il y en a. Ouais, après, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pêche, mais dans ce secteur-là, nous, on le voit, les commerciaux qui gèrent en particulier ce secteur-là, ça veut dire qu'ils ont une belle mission. Plus dans le coin de la vallée du Rhône, de Lyon, de truc que dans la diagonale du vide. Quoi. Alors, si on en croit les gens qui ont répondu à notre questionnaire, la première chose qu'ils vont chercher chez un détaillant physique, c'est son expertise de pêcheur, plus que le choix des produits. Est-ce que ça t'étonne? Alors, ça ne m'étonne pas du tout, parce que clairement, c'est aussi là-dessus qu'on capitalise. Chez Ardent, on ne fait pas de pêche généraliste. On a fait vraiment la pêche au leurre et la pêche à la mouche. On a des experts là-dedans au sein du magasin. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. On sait, alors malheureusement pour certains pêcheurs, mais on a mis de côté les pêches aux appâts, les pêches de la carpe, feeder. Pour pouvoir être plus pointu dans la réponse que vous allez apporter aux pêcheurs qui viennent chez vous. Plus précis et aussi avoir une offre un peu plus large. Parce qu'étant un magasin physique, on est aussi limité par l'espace de la cellule. Donc il faut faire des choix. Faire un petit peu de tout, c'est pas dans l'image des magasins que moi, l'image des magasins qui me plaisent. Moi, ma vision du magasin, c'est un magasin technique où les gens ils viennent vraiment s'enrichir techniquement et puis aussi avoir des produits qu'ils ne vont pas trouver partout. Si on commence à faire un petit peu de tout, obligatoirement, on est obligé de diminuer la place attribuée par exemple au leurre ou à la mouche pour mettre assez de place pour la pêche de la carpe ou d'autres techniques de pêche. Ça ne veut pas dire qu'on la met de côté, enfin que ce n'est pas des pêches qu'on considère, mais on a fait des choix stratégiques pour séparer et puis vraiment avoir nos domaines d'exigence dessus. La plupart des magasins, ils sont obligés de tout faire en fait, parce qu'ils n'ont juste pas assez de clients. Toi, tu as la chance de pouvoir attirer des gens, enfin la chance, non, vous avez
peut-être construit un truc qui était capable d'attirer des gens de très loin. La plupart des magasins sont des généralistes. Donc, ils n'ont pas le choix que de répondre à toutes les pêches locales pour être suffisamment gros pour vivre. Et du coup, tu n'as pas suffisamment d'employés, pas suffisamment de vendeurs qui soient techniques dans chaque domaine, pas suffisamment techniques justement pour être spécialisés comme nous on peut l'être sur le net ou comme vous pouvez l'être en boutique. Et c'est là où la complémentarité elle est intéressante sur le type de ref aussi. Tu vois, on va avoir des références que tu vas trouver dans tous les magasins. Chez nous, ça va être le Rock Vibe, chez vous le One Up, des choses comme ça. Et quand tu vas vouloir chercher un truc qui est hyper technique, c'est là où tu vas embrayer sur peut-être le web. Je sais pas, tu veux un truc, un hameçon très précis, je sais pas, pour pêcher en drop shot, mais avec un guard dessus. Tu peux accepter que ton détaillant, il n'est pas forcément, parce qu'il a juste ta demande par an, et donc il va pas rentrer 6 tailles, etc. Après, s'il a juste une demande par an, c'est qu'il n'a pas su créer l'intérêt pour cette technique-là localement, donc il n'a pas créé sa demande. Mais tu peux pas créer de la demande sur tous les produits du catalogue des fournisseurs. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Mais par contre, de développer des techniques de pêche sur certains secteurs, ça fait partie aussi, pour le bien-être de son commerce, ça fait partie du boulot aussi sur une zone. Hein. Ouais, après, moi, je vais pas. Mon but, c'est pas de dire à mon détaillant, à mon client, de développer. Parce que je me mets aussi un peu à sa place. Il doit gérer pas mal de types de pêche différentes. Il doit gérer l'afflux de techniques dont on ne sait pas forcément si elles vont prendre ou pas sur le marché. Il y a des techniques qui arrivent qui sont imparables, elles ne prennent pas chez nous, elles prennent en Allemagne, aux Pays-Bas. Et le type qui veut développer la pêche au drop shot avec un guard sur l'hameçon, après, bon peut-être qu'il se trompe. Voilà. Yvan, avant de rejoindre les équipes de Fish and Chip, parce que ça fait pas longtemps finalement que tu travailles pour ce site de vente, comment tu achetais ton matériel de pêche en tant que jeune pêcheur ultra passionné? Alors à Genève, il y a 3 magasins de pêche. Il y en a 2 confirmés. Après, voilà. Est-ce que c'est entre guillemets le pêcheur.com suisse ou d'autres magasins physiques qui l'ont fait? Comment t'achetais toi ton matériel physiquement. de pêche? Physiquement, tu Moi, allais je suis très chez les visuel détaillants. en fait. Je peux pas acheter une paire d'hameçons. C'est intéressant parce que c'est un jeune pêcheur. Ouais, bien sûr. Tu peux nous rappeler ton âge? 25. Voilà. Donc c'est un jeune pêcheur et il préférait le contact du magasin physique au site internet. Moi je suis un peu étonné et rassuré. Je pense qu'on préférerait tous avoir un magasin qui a 80 000 refs à 5 la, minutes de la, la maison. question, il aurait fallu la et poser des vendeurs peut-être sympas, différemment. quoi. C'est que combien de kilomètres tu étais prêt à faire pour. Voilà, beaucoup. J'en ai un à 25 minutes de chez moi. Ça, aucune hésitation. Aucune hésitation. C'est pas les 300 bornes dont parlait. Mais même en travaillant chez Fish and Chip, ça m'arrive d'aller chez mon détaillant pour acheter des trucs qu'il n'y a pas justement à Fish and Chip. Évidemment. Un autre résultat du petit questionnaire là, sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Parmi ces 3 options, quelle est celle qui vous ressemble le plus? Je vois un produit dans un magasin ou dans un salon et je l'achète après réflexion sur Internet. Ça, très peu de gens font ça, 11% seulement. Je vois un produit sur Internet et je vais chez mon détaillant ensuite pour l'acheter. Il y a quand même pas mal de gens qui font ça, plus de 34%, mais la grosse majorité, c'est j'achète le produit là où je le vois. Ça vous inspire quelque chose en particulier? C'est faire en fait. Tant mieux. C'est le fer de lance de pêcheurs depuis toujours. Hein. Ils ont une omniprésence incroyable sur Google notamment. Et c'est un modèle qui est vérifié, qui marche, hein, Faustin. Oui. Ils achètent parce qu'ils voient le premier truc, tu tapes n'importe quoi de pêche sur Google. Le premier résultat, à part les annonces sponsorisées qui parfois peuvent être le fait de plus petites boîtes, mais tu tombes sur un produit de chez pêcheur. C'est effectivement parce que c'est plus simple en fait. Hein, les gens qui consomment sur le digital, quelle que soit ta consommation, tu n'as pas envie, c'est aussi une épreuve, hein, il y a moins de plaisir quand même là. Et donc tu vas aussi au plus simple. Ça existe aussi comme ça. Mais par contre, ce que je trouve assez intéressant, il y en a qui vont jusqu'à la 8e page, parce que nous on arrive à vendre quelques produits tous les 2-3 jours, on vend à l'heure. C'est qu'il y a des gens qui se tapent les 6 pages. Mais tu vois ce que je trouve, mais pour rebondir là-dessus, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que quand même tu as plus de personnes qui viennent voir quand même sur un site et qui vont acheter ailleurs, et en l'occurrence dans un magasin physique, que l'inverse. Donc 35% quand même des gens ça c'est quand même important à comprendre et à voir aussi. Ça veut dire que vous générez du trafic chez les retailers. C'est un peu pour être très fair avec le marché, c'est un peu le contraire de ce que peuvent nous dire parfois nos camarades retailers physiques qui disent ouais mais Internet ils nous piquent des ventes parce que les gens ils regardent le produit chez nous, en particulier les cannes, et ils vont l'acheter sur Internet. Parce que c'est moins cher. Ouais mais c'est plus vrai. Déjà est-ce que c'est forcément moins cher sur Internet que dans les magasins physiques? Je pense pas. Non, mais on a une exigence. Ça dépend des pays.
Ouais, mais en Suisse, En Suisse, c'est le même prix. Okay. Ouais. Bon, je pense qu'en France aussi, parce que chacun a moyen de sur payer le marché les du leurre, factures, quoi. c'est pas le plus flagrant, je Non, pense. ça dépend, mais par contre, ce qu'il y a, c'est que sur Internet, tu es quand même obligé, tu as une exigence de ton prix, tout le monde le voit. Alors, encore plus particulièrement En nous. magasin aussi, c'est voilà. affiché. Donc, à partir de là, s'il est détruit par une autre concurrence, ou par exemple des petits détaillants, ça leur arrive aussi, qui viennent péter des prix sur Amazon, forcément, nous, on est en frontal avec Amazon. Et donc, c'est difficile de pas s'aligner sur le prix, parce que là, tes ventes, elles diminuent énormément, et quand tu dépenses pour être visible sur Google, c'est ton business qui flanche là-dessus. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'avantage du prix se fait nécessairement... L'avantage du prix se fait nécessairement en faveur des sites de vente, ou Pas pour obligé. toi, tout est homogène? Mon regard là-dessus, c'est que quand on arrive à avoir sur un site ou un magasin pour unique réponse un prix, c'est que le reste, on n'est pas capable de le faire. C'est qu'on n'est pas capable de conseiller une personne sur les produits, c'est qu'on n'est pas capable de fournir le bon service pour que la commande soit passée sur le site. Donc si la réponse majoritaire c'est le prix, c'est qu'il y a un truc qui déconne pour moi sur le... Vous êtes d'accord avec ça? Alors, Sur après, le tu peux pas en vouloir à un client de chercher pour voir pour qui sa sait bourse. ce qu'il veut, Qui va faire 2 clics à côté. S'il y a 300 balles moins cher un sondeur, par exemple, il va l'acheter. Ça peut aller... Tu as donné cet exemple complètement au hasard, ou ça peut... Alors, je ne l'ai pas donné complètement au hasard, parce que l'électronique, c'est particulièrement bataillé. Il y a des grosses il y a disparités des gros comme ça. sites qui sont réputés pour casser les prix. Et c'est je pense, un des segments où c'est le plus... Alors déjà, le produit est cher. Donc, tu as facilement, si tu as 10% de moins, c'est tout de suite énorme. Mais ça fait partie des segments où c'est compliqué d'avoir des prix tenus et du coup de valoriser ton travail avec du conseil, des conseils de réglage, de montage, enfin tout le temps que tu vas passer à essayer de vendre ce produit. Là, ça devient complexe parce que tu te heurtes à des magasins qui, avec beaucoup de volume, compensent le reste et qui vont pas donner de conseils, pas de choses comme ça. Donc Tu te heurtes aussi à une organisation de la distribution de certaines grandes marques, où les prix sont pas homogènes, pas pratiqués de façon homogène sur le territoire européen, on va dire. Et à partir de là, si tu as des produits qui viennent de l'étranger via Amazon moins chers que ceux qui sont distribués sur le marché français, ce qui arrive très régulièrement avec certaines marques, à un moment, tu ne peux pas lutter. Parce qu'on est au juste prix partout dans le monde. Après, par contre, comme je le dis souvent, il y a, au-delà du conseil avant-vente, etc., il y a le SAV. Il y a, si on tombe là-dedans aussi, tout ce qui va poser problème pour financer les efforts de technicité, de montée en gamme des produits. Donc, il faut quand même faire attention à ça, mais il faut être crédible dans la distribution pour prendre en compte aussi le fait que quand on est passionné, on a envie d'accéder à un produit moins cher. Et ça, c'est légitime quand même. Bien sûr, Ouais. bien sûr, surtout que la vie augmente, Donc ça, vous l'aurez remarqué. pour résumer, c'est plus l'affaire des distributeurs qui doivent bien faire leur taf et pas vendre à n'importe quel prix à n'importe qui, de manière à maintenir une qualité de service pour le pêcheur final, quoi. Est-ce qu'on va arriver, on approche de la fin de cette émission, donc je voudrais votre avis, est-ce qu'on va arriver en France un jour, mécaniquement, nécessairement et inexorablement, à ce que les marques vendent en direct, ou est-ce que vous pensez que le système actuel de la distribution va perdurer? C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Moi, je pense que... Déjà, c'est pas le même métier. Et ça a des implications qui sont extrêmement fortes de façon organisationnelle. Nous, je vois, on prépare des commandes avec plusieurs milliers d'articles dedans. C'est pas du tout le même taf quand tu dois préparer 100 commandes avec 10 articles dedans. On rappelle, parmi tes marques phares, Heinz, LMAB. Ouais, Heinz, LMAB, Favori. Donc on a un mix on a à peu près 5000 références, des cannes, des leurres, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ceux qui restent aujourd'hui, qu'ils soient physiques, online, c'est les bons en fait. Et pour bien faire son métier, on ne peut pas tout faire n'importe quoi. C'est aussi ce que disait Kevin tout à l'heure. Je sais que nous, en tout cas, quelque part, c'est ma voix au chapitre, c'est moi qui dirige le groupe, mais nous, on n'a pas envie d'aller là. C'est même dans notre ADN, parce que nous, notre job, c'est de servir les magasins, qu'ils soient physiquement ou d'autres. Après, il y a d'autres marques qui ont fait des choix qui sont opposés. On verra qui a raison. Il y a plein de marchés où le B2C est déjà présent. Lesquels par exemple, aux US, tu as des sites de marques où tu peux commander tes produits. Après, ça pourrait être gênant sur des gros produits, sur du durable, on va dire.
genre par exemple électronique, ça pourrait être un problème pour nous. Pour ce qui est des produits techniques, c'est quand même très rare d'avoir une commande monomarque. Le gars qui va faire sa commande pour aller pêcher le cendre en vertical, il va prendre des têtes plombées, les bacories tac, il va prendre un leurre et des rock vibes, évidemment. On pêche la perche. Alors le type, excuse-moi, j'ai pris un mauvais exemple. Je recommence. Non, mais ils ont tendance quand même à mixer pas mal de marques au sein de... Et encore une fois, c'est à cause de ces milliers de références qui sont dispo. Et comme tout le monde a du bon, au final, les gars piochent et on se retrouve avec des paniers. Moi, franchement, en tant que consommateur, mais oui, c'est génial. C'est agréable de pouvoir piocher le meilleur dans ça rend difficile un système, je sais pas, à la Apple où tu achètes ton truc sur l'Apple Store. C'est très compliqué. Faustin, t'es OK avec ça? Alors, moi, je suis OK avec ça. Moi, je ne vois pas les marques ouvrir des magasins. Je vois certaines marques pouvoir se distribuer sur le digital aussi en direct, mais de façon complémentaire. Et ma vision, c'est qu'il va y avoir une distribution de plus en plus spécialisée. Autant sur le physique, il faut multiplier les points de vente, en effet, et qu'ils soient spécialistes. Autant sur le digital, je pense qu'il va y avoir une distribution de plus en plus sélective, avec la marque qui distribue en direct, quelques acteurs spécialistes et quelques acteurs généralistes, mais il ne pourra pas y avoir un foisonnement. Ça ne va pas menacer le système actuel. Toi, t'en penses quoi, Kevin? Pareil? Alors, en France, il y a déjà eu des marques qui se sont mises à vendre en direct sur leur site. Florida. Je vais me retenir de les nommer. Mais en l'occurrence, Florida qui vend les produits directement en direct sur leur site. C'est quelle marque? Sainte-Croix, Lake Fork, et qu'est-ce qu'il leur reste? Ça marche? Live Target. Et Live Target aussi. Alors, au début, je sais que ça fait grincer les dents des détaillants. Mais les premiers jours, on a entendu parler, et puis après... non, parce que s'il y a les mêmes produits au même prix... dans ton magasin. Souvent plus cher, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils respectent leur prix de vente conseillé, donc qui est souvent un poil plus élevé que ce que tu trouves sur le marché. Et puis, tu rajoutes forcément un paquet de frais de port. Mais même sur des sites spécialistes ou des grosses marques comme Rapala, par exemple, qui vendent en direct. Rapala, il va en direct, mais c'est dur d'être rentable sur un business model en vendant que des leurres de sa marque. Il faut qu'il les expédie aux pêcheurs. Soit ça génère des frais de port importants. Et puis depuis l'étranger en plus. Donc a priori, le système actuel va perdurer. Oui, et d'ailleurs, alors si on prend avec un peu plus de recul, par exemple Berkeley le fait aux États-Unis ou au Canada, c'est pas un truc qui fonctionne. Ok, voilà. Très intéressant. Et les gens continuent d'acheter chez Walmart, chez Cabela, c'est des investissements qui sont lourds. Ça sert de vitrine? C'est plus pour dire l'ensemble de mes produits est accessible à tout le monde, même si tu as un produit complètement décalé, je sais pas, je vois derrière toi un Rapala Magnum bavette métal, tu vas peut-être trouver dans 3 magasins en France, et ce produit-là, il est quand même accessible à tout le monde via le B2C. Et au-delà de ça, je pense que pour nous, en tout cas je prêche pour ma paroisse, c'est qu'en général, on importe des produits qui viennent d'ailleurs, et donc ça nous permet aussi d'introduire sur le marché national, ou en Europe en tout cas, des techniques qui sont différentes. Des produits différents et qui font que ça alimente un petit peu ce qu'on va faire chaque année pour essayer d'améliorer la pêche. Donc en complément de ça, et après on se repose sur des techniciens, des experts pour essayer de faire découvrir ces nouvelles techniques. Mais en tout cas, on a un flux de produits qui viennent d'ailleurs auxquels on n'aurait pas forcément pensé en France, qui sont toujours assez cool sur le marché, quoi. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus participer à ce débat sur la manière dont achètent les pêcheurs leur matériel de pêche. Je ne sais pas si j'ai mis les mots dans le bon ordre, mais vous m'aurez compris. Merci beaucoup d'être venu. Merci Valentin pour cette première dans le Fishing Club. C'est très cool de t'avoir avec nous. Grave. Pensez à vous abonner. On espère que cette émission vous aura plu. Donnez-nous évidemment vos avis dans les commentaires. Pas de conseils de pêche à proprement parler aujourd'hui, mais on avait envie d'aborder ce thème dans le Fishing Club. Merci aussi, Kevin. C'était ta première sur les canapés du Fishing Club. C'est un plaisir. J'espère que tu reviendras. On se retrouve très très vite sur la chaîne du Fishing Club. Pensez à vous abonner avec la petite cloche qui est là, juste là. À très bientôt.